Edgar Poe tient dans la seconde moitié du XIXe siècle la place que tenait Hoffmann dans la première. Il semble que la France réclame toujours un initiateur étranger en ce qui concerne le fantastique. Léon Lemonnier a étudié l'influence de Poe sur les poètes français. Il aurait pu inclure dans ses recherches les dramaturges, les conteurs fantastiques et les romanciers d'aventure. Tous ont emprunté quelque chose à Edgar Poe, sa rigueur logique ou son délire, sa lucidité cruelle ou son goût de l'artifice, voire de la mystification. La génération du 1820, donc celle de Nerval, avait pratiqué le culte du frénétique avec ingénuité, sans arrière-pensée, avec une bonne foi désarmante. Aussi voit-on dans les œuvres inspirées par cette mode plus les errements d'une sensibilité en désarroi, les caprices d'une imagination tumultueuse, qu'une volonté de perversité et une entreprise de subversion intellectuelle. Chez Edgar Poe, au contraire, tout apparaît dosé, calculé, organisé en vue de l'effet final. Il sait s'en remettre à la fantaisie, aux excès d'une imagination en liberté, pour démontrer comme il faut ses théorèmes, ce qui flatte les penchants d'un public engoué de science malgré qu'il en est. Les contes de Poe ne sont plus des histoires qu'on raconte, des récits, mais avant tout des problèmes que l'on pose, des énigmes qu'on éclaircit qu'à la dernière ligne. Baudelaire était déjà Baudelaire quand en 1847, il lut pour la première fois un conte de Poe, Le Chat Noir. S'il traduisit ses histoires, ce fut par admiration et par amitié. Il y avait eu entre ces deux poètes qui ne se virent jamais, rencontre, reconnaissance, passion. La rencontre Edgar Poe-Baudelaire est un de ces miracles intellectuels, une de ces amitiés stellaires qui n'apparaissent que trop rarement au ciel de la littérature. Baudelaire a non seulement conservé, en la traduisant en français, toute la beauté de la poésie d'Edgar Poe, il a de surcroît tracé un portrait magistral de l'auteur américain et analysé son génie de manière indépassable. Voici un aperçu du portrait. La vie de Poe, ses mœurs, ses manières, son être physique, tout ce qui constitue l'ensemble de son personnage, nous apparaissent comme quelque chose de ténébreux et de brillant à la fois. Sa personne était singulière, séduisante, et comme ses ouvrages, marquée d'un indéfinissable cachet de mélancolie. Du reste, il était remarquablement bien doué de toute façon. Jeune, il avait montré une rare aptitude pour tous les exercices physiques, et bien qu'il fût petit avec des pieds et des mains de femme, tout son être portant d'ailleurs ce caractère de délicatesse féminine, il était plus que robuste et capable de merveilleux traits de force. Il a, dans sa jeunesse, gagné un pari de nageur qui dépasse les mesures ordinaires du possible. On dirait que la nature fait à ceux dont elle veut tirer de grandes choses un tempérament énergique, comme elle donne une puissante vitalité aux arbres qui sont chargés de symboliser le deuil et la douleur. Ces hommes-là, avec des apparences quelquefois chétives, sont taillés en athlètes, bons pour l'orgie et pour le travail, prompts aux excès et capables d'étonnantes sobriétés. Le pédant et aigre Griswold lui-même avoue que lorsqu'il alla rendre visite à Poe et qu'il le trouva pâle et malade encore de la mort et de la maladie de sa femme, il fut frappé outre mesure non seulement de la perfection de ses manières, mais encore de la physionomie aristocratique, de l'atmosphère parfumée de son appartement, d'ailleurs assez modestement meublé. Griswold ignore que le poète a plus que tous les autres hommes ce merveilleux privilège attribué à la femme parisienne et à l'espagnol de savoir se parer avec un rien, et que Poe aurait trouvé l'art de transformer une chaumière en un palais d'une espèce nouvelle. Et voici une analyse de la singularité du talent d'Edgar Poe. Parmi les domaines littéraires où l'imagination peut obtenir les plus curieux résultats, peut récolter les trésors, non pas les plus riches, les plus précieux, ceux-là appartiennent à la poésie, mais les plus nombreux et les plus variés, il en est un que Poe affectionne particulièrement, c'est la nouvelle. Elle a, sur le roman à vaste proportion, cet immense avantage que sa brièveté ajoute à l'intensité de l'effet. Cette lecture, qui peut être accomplie tout d'une haleine, laisse dans l'esprit un souvenir bien plus puissant qu'une lecture brisée, interrompue souvent par les tracas des affaires et le soin des intérêts mondains. L'unité d'impression, la totalité des faits, est un avantage immense qui peut donner à ce genre de composition une supériorité tout à fait particulière, à ce point qu'une nouvelle trop courte, c'est sans doute un défaut, vaut encore mieux qu'une nouvelle trop longue. L'artiste, s'il est habile, n'accommodera pas ses pensées aux incidents, mais ayant conçu délibérément à loisir un effet à produire, inventera les incidents, combinera les événements les plus propres à amener l'effet voulu. Si la première phrase n'est pas écrite en vue de préparer cette impression finale, l'œuvre est manquée dès le début.
Dans la composition tout entière, il ne doit pas se glisser un seul mot qui ne soit une intention qui ne tende directement ou indirectement à parfaire le dessein prémédité. Un exemple parfait de ces nouvelles, dont la lecture peut être accomplie tout d'une haleine, laissant dans l'esprit un souvenir bien plus puissant qu'une lecture brisée, nous écoutons Morella. Ce que j'éprouvais relativement à mon ami Morella était une profonde mais très singulière affection. Ayant fait sa connaissance par hasard il y a nombre d'années, mon âme, dès notre première rencontre, brûla de feux qu'elle n'avait jamais connus. Mais ces feux n'étaient point ceux d'Eros, et ce fut pour mon esprit un amer tourment que la conviction croissante que je ne pourrais jamais définir leur caractère insolite ni régulariser leur intensité errante. Cependant, nous nous convînmes, et la destinée nous fit nous unir à l'autel. Jamais je ne parlais de passion, jamais je ne songeais à l'amour. Néanmoins, elle fuyait la société et, s'attachant à moi seul, elle me rendit heureux. Être étonné, c'est un bonheur, et rêver, n'est-ce pas un bonheur aussi? L'érudition de Morella était profonde. Comme j'espère le montrer, ses talents n'étaient pas d'un ordre secondaire. La puissance de son esprit était gigantesque. Je le sentis et, dans maintes occasions, je devins son écolier. Toutefois, je m'aperçus bientôt que Morella, en raison de son éducation faite à Presbourg, étalait devant moi bon nombre de ces écrits mystiques qui sont généralement considérés comme l'écume de la première littérature allemande. Ces livres, pour des raisons que je ne pouvais concevoir, faisaient son étude constante et favorite, et si, avec le temps, ils devinrent aussi la mienne, il ne faut attribuer cela qu'à la simple mais très efficace influence de l'habitude et de l'exemple. Mais, en vérité, le temps était maintenant arrivé où le mystère de la nature de ma femme m'oppressait comme un charme. Je ne pouvais plus supporter l'attouchement de ses doigts pâles, ni le timbre profond de sa parole musicale, ni l'éclat de ses yeux mélancoliques. Et elle savait tout cela, mais ne m'en faisait aucun reproche. Elle semblait avoir conscience de ma faiblesse ou de ma folie, et, tout en souriant, elle appelait cela la destinée. Elle semblait avoir conscience de la cause à moi inconnue de l'altération graduelle de mon amitié, mais elle ne me donnait aucune explication et ne faisait aucune allusion à la nature de cette cause. Morella, toutefois, n'était qu'une femme, et elle dépérissait journellement. À la longue, une tache pourpre se fixa immuablement sur sa joue, et les veines bleues de son front pâle devinrent proéminentes. Et ma nature se fondait parfois en pitié, mais un moment après, je rencontrais l'éclair de ses yeux chargés de pensées, et alors mon âme se trouvait mal, et éprouvait le vertige de celui dont le regard a plongé dans quelque lugubre et insondable abîme. Dirais-je que j'aspirais, avec un désir intense et dévorant, au moment de la mort de Morella? Cela fut ainsi. Mais le fragile esprit se cramponna à son habitacle d'argile pendant bien des jours, bien des semaines et bien des mois fastidieux, si bien qu'à la fin mes nerfs torturés remportèrent la victoire sur ma raison, et je devins furieux de tous ces retards, et avec un cœur de démon je maudis les jours et les heures et les minutes amères qui semblaient s'allonger et s'allonger sans cesse à mesure que sa noble vie déclinait comme les ombres dans l'agonie du jour. Mais un soir d'automne, comme l'air dormait immobile dans le ciel, Morella m'appela à son chevet. Il y avait
un voile de brume sur toute la terre et un chaud embrasement sur les eaux. Et à voir les splendeurs d'octobre dans le feuillage de la forêt, on eût dit qu'un bel arc-en-ciel s'était laissé choir dans le firmament. Voici le jour des jours, dit-elle quand j'approchai. Le plus beau des jours pour vivre ou pour mourir. C'est un beau jour pour les fils de la terre et de la vie. Ah, plus beau encore pour les filles du ciel et de la mort. Je baisai son front, et elle continua. Je vais mourir, cependant je vivrai. Morella, Ils n'ont jamais été ces jours où il t'aurait été permis de m'aimer. Mais celle que dans la vie tu abhorras, dans la mort tu l'adoreras. Morella. Je répète que je vais mourir. Mais en moi est un gage de cette affection. Ah, quelle mince affection que vous avez éprouvée pour moi, Morella. Et quand mon esprit partira, l'enfant vivra. Ton enfant, mon enfant à moi, Morella. Mais tes jours seront des jours pleins de chagrin, de ce chagrin qui est la plus durable des impressions, comme le cyprès le plus vivace des arbres. Car les heures de ton bonheur sont passées, et la joie ne se cueille pas 2 fois dans une vie, comme les roses de Paestum 2 fois dans une année. Tu ne joueras plus avec le temps le jeu de l'homme de Théos. Le myrte et la vigne te seront choses inconnues. Et partout sur la terre, tu porteras avec toi ton suaire, comme le musulman de la Mecque. Morella, m'écriai-je, Morella, comment sais-tu cela? Mais elle retourna son visage sur l'oreiller. Un léger tremblement courut sur ses membres. Elle mourut. Et je n'entendis plus sa voix. Cependant, comme elle l'avait prédit, son enfant, auquel en mourant elle avait donné naissance et qui ne respira qu'après que la mère eut cessé de respirer, son enfant, une fille, vécut. Et elle grandit étrangement en taille et en intelligence, et devint la parfaite ressemblance de celle qui était partie. Et je l'aimais d'un plus fervent amour que je ne me serais cru capable d'en éprouver pour aucune habitante de la terre. Mais avant qu'il fût longtemps, le ciel de cette pure affection s'assombrit, et la mélancolie et l'horreur et l'angoisse y défilèrent en nuages. J'ai dit que l'enfant grandit étrangement en taille et en intelligence. Étrange, en vérité, fut le rapide accroissement de sa nature corporelle. Mais terrible, oh, terribles furent les tumultueuses pensées qui s'amoncelèrent sur moi, pendant que je surveillais le développement de son être intellectuel. Pouvait-il en être autrement? Quand un jour je contemplais son sein, son doux, son éloquent visage, et comme j'étudiais ses formes mûrissantes, chaque jour je découvrais de nouveaux points de ressemblance entre l'enfant et sa mère, la mélancolique et la morte. Et d'instant en instant, ces ombres de ressemblance s'épaississaient, toujours plus pleines, plus définies, plus inquiétantes, et plus affreusement terribles dans leur aspect, car que son sourire ressemblât au sourire de sa mère, je pouvais l'admettre, mais que cette ressemblance était une identité qui me donnait le frisson, que ses yeux ressemblassent à ceux de Morella, je devais le supporter, mais aussi il pénétrait trop souvent dans les profondeurs de mon âme, avec l'étrange et intense pensée de Morella elle-même.
Et dans le contour de son front élevé, et dans les boucles de sa chevelure soyeuse, et dans ses doigts pâles qui s'y plongeaient d'habitude, et dans le timbre grave et musical de sa parole, et par-dessus tout, oh, par-dessus tout, dans les phrases et les expressions de la morte sur les lèvres de l'aimée, de la vivante, je trouvais un aliment pour une horrible pensée dévorante, pour un ver qui ne voulait pas mourir. Ainsi passèrent 2 lustres de sa vie, et toujours ma fille restait sans nom sur la terre. Mon enfant et mon amour étaient les appellations habituellement dictées par l'affection paternelle, et la sévère reclusion de son existence s'opposait à toute autre relation. Le nom de Morella était mort avec elle. De la mère, je n'avais jamais parlé à la fille. Il m'était impossible d'en parler. En réalité, durant la brève période de son existence, cette dernière n'avait reçu aucune impression du monde extérieur, excepté celle qui avait pu lui être fournie dans les étroites limites de sa retraite. À la longue, cependant, la cérémonie du baptême s'offrit à mon esprit, dans cet état d'énervation et d'agitation comme l'heureuse délivrance des terreurs de ma destinée. Et au fond baptismaux, j'hésitais sur le choix d'un nom. Qui m'inspira donc alors d'agiter le souvenir de la morte enterrée? Quel démon me poussa à soupirer un son dont le simple souvenir faisait toujours refluer mon sang par torrents des tempes au cœur? Quel méchant esprit parla du fond des abîmes de mon âme quand, sous ces voûtes obscures et dans le silence de la nuit, je chuchotais dans l'oreille du saint homme les syllabes « Morella ». Quel être plus que démon convulsa les traits de mon enfant et les couvrit des teintes de la mort, quand, tressaillant à ce nom à peine perceptible, elle tourna ses yeux limpides du sol vers le ciel et, tombant prosternée sur les dalles noires de notre caveau de famille, répondit: « Me voilà. » Ces simples mots tombèrent distincts, froidement, tranquillement distincts dans mon oreille, et de là, comme du plomb fondu, roulèrent en sifflant dans ma cervelle. Les années peuvent passer, mais le souvenir de cet instant, jamais. Mais elle mourut, et de mes propres mains je la portai à sa tombe. Et je ris d'un amer et long rire quand, dans le caveau où je déposai la seconde, je ne découvris aucune trace de la première Morella.